Alors j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. La première bonne nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un intervenant qui est malade, qui m'a prévenu tout à l'heure, c'est le représentant du CNOSF, qui n'a pas pu sortir de Paris ce matin, il est rentré se coucher. Donc c'était Monsieur Molina, qui devait faire une intervention sur la formation dirigeant de demain. La présentation sera disponible, on vous la remettra. Mais globalement, pour le dire très brièvement, c'était d'expliquer quelle est cette formation dirigeante demain, donc qui se projette sur le futur, qui s'adresse plutôt à des jeunes, et de voir comment on injecte des contenus de durabilité dans cette formation, telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Donc désolé, voilà, apparemment ce serait une gastro, donc ce sont des choses qui arrivent. Donc il était peut-être préférable qu'il reste chez lui aujourd'hui. Ce qui laisse Romain Dubonnet dans une situation terrible d'être le représentant à lui tout seul de la contextualisation des problématiques de l'écosystème sportif. Donc Romain, je vais te demander de nous rejoindre. Je voudrais que vous soyez conscient d'une chose, c'est que ceux qui me connaissent, vous savez que je sais où je vais, et donc parfois j'ai tendance à violenter les gens ou à forcer les portes pour aller où je veux aller, et j'avais absolument besoin qu'une fédération se mouille pour expliquer comment fonctionne l'écosystème fédéral. Donc toute la complexité et les impossibilités, les incongruences, etc., incongruités qui existent. Et en fait, cet exercice de style, je l'ai confié à Romain, qui va vous présenter le modèle grandeur nature de la Fédération française d'aviron. Donc vraiment, c'est un exercice difficile personnellement, je trouve que tu t'en es super bien sorti. Mais il est hyper stressé, donc je vous demande de l'applaudir. Non, ça va. Vas-y, Romain. Ah, ça va. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, je vous rassure, ça va, je ne suis pas trop stressé. Par contre, j'ai pas 30 minutes de discours non plus, donc mais il y aura un peu de temps pour du café. Tu vois, là, tu es confortable. Pas de problème. Je suis ravi d'être là parmi vous, surtout à ce créneau-là, à 13h45 après le repas et en attendant que la caféine monte dans le sang. Néanmoins, voilà. On avait, suite à la sollicitation de Didier, je vais tenter de montrer les différentes étapes de notre réflexion au sein de notre fédération. Alors, je n'arrive pas avec des solutions, sinon je ne serais peut-être pas forcément là. Mais c'est montrer comment notre fédération, à notre échelle, on tente de mieux comprendre qui sont les parties prenantes et quels sont leurs besoins en matière de formation à l'éco-responsabilité. Alors pour commencer ce propos-là, j'ai tenté de trouver sur Internet un écosystème complexe d'une fédération en France. Malheureusement, j'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé de créer le mien. Vous m'excuserez pour les couleurs. Mais néanmoins, en voyant toutes les parties prenantes face à moi aujourd'hui, je pense que j'en ai oublié pas mal. Donc, et puis je pense surtout que ça ne rentrerait pas sur cette diapo. Mais en tout cas, j'ai essayé de rassembler les principales. Mais pour cette conférence, on va plutôt s'intéresser à la partie, on le verra tout à l'heure, sur la partie plutôt club, ligue et les comités départementaux. Rapidement, pour vous donner quelques éléments sur la Fédération française d'aviron, donc en 2024, on était à environ 46 000 licenciés, pas moins de 130 000 pratiquants, 421 clubs. Et pour revenir un peu sur les sujets développement durable et co-responsabilité, la Fédération française, comme d'autres, j'imagine, a vraiment pris conscience de ces enjeux et en a fait un véritable axe fort de ces 3 axes fédéraux, avec la volonté d'être une fédération plus vertueuse, plus verte, responsable et plus éthique. Pour la partie, donc les parties prenantes en matière de formation, on va plutôt s'intéresser sur la partie club, comités régionaux, ligue régionale, vous verrez, j'ai mis les deux, comités départementaux. On va se focaliser sur ces acteurs qui organisent les compétitions et surtout les parties prenantes au sein de notre fédération. Donc comme vous l'avez vu, hein, complexité de l'écosystème, mais ça me paraissait plutôt assez important pour comprendre vraiment qui sont toutes les parties prenantes. Globalement, de qui parlons-nous pour ces parties prenantes? On parle de, comme Didier me l'a appris, on parle surtout des formés. On va parler des clubs
on va parler des comités, des ligues, des adhérents, des dirigeants, des organisateurs, des éducateurs. Et la question, c'est qui forme-t-on ou qui doit-on former pour que les choses évoluent? Pour cela, j'ai décidé d'en classifier 3. Un des premiers va être les organisateurs d'événements sportifs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein de la Fédération française d'aviron, les événements sportifs sont portés majoritairement par des comités d'organisation qui sont rattachés au club. La fédération, elle gère un événement, le Maïf Indoor Aviron, auquel une de nos intervenantes a participé avec sa classe tout à l'heure. On a également fait des évaluations audits et d'engagement. Et les autres compétitions, comme je vous disais, sont portées par les comités d'organisation avec la mise en place d'un cahier des charges qui fixe les actions et dispositifs à mettre en place. Donc c'est par ce cahier-là, ce levier-là, qu'on tente de mettre des évolutions sur le développement durable. Néanmoins, on fait face à quelques limites, notamment, et j'en discutais tout à l'heure avec une autre collègue cadre technique, nos comités départementaux d'organisation sont de moins en moins importants. La charge d'organisation d'une compétition d'aviron est de plus en plus lourde et on fait face à une difficulté d'évolution du nombre de sites. Pas beaucoup de comités d'organisation qui déposent des candidatures. Donc on fait face à cette contrainte d'imposer de plus en plus de choses à ces comités d'organisation, notamment en matière de développement durable. On pourrait aussi mettre en avant que les manifestations sont gérées uniquement par les bénévoles, donc on a une diversité de compétences, de motivation, de disponibilité, de nombre, ce qui engendre aussi un nouveau problème. Et aussi, je souhaitais mettre en avant cette diminution de l'aide publique, la subvention territoriale ou autre aide à la réalisation d'une compétition sportive, qui diminue elle aussi, c'est un fait, même si la fédération participe d'une certaine manière à l'organisation de ces événements sportifs. Et on arrive aujourd'hui à organiser la compétition les aides publiques qui sont aujourd'hui mises à dispo pour ces événements nous permettent d'organiser juste à minima la compétition et en assurer la sécurité à la place du reste, et notamment de toutes ces problématiques qu'on pourrait tenter de mettre, ces solutions, ces initiatives qu'on pourrait tenter de mettre pour cette thématique du développement durable. Pour autre partie prenante, on pourrait parler des licenciés et des adhérents. Alors la Fédération française met en place des outils à disposition sur cette thématique de développement durable et de l'éco-responsabilité. On n'est plus sur de la notion de sensibilisation avec des outils, on ne parle pas de formation, comme le rappelait très bien ce matin Didier. On met en place un kit Avis Nature, c'est avec une formation en plus pour les éducateurs. C'est un kit d'utilisation pour faire découvrir les particularités des espèces faune et flore de l'écosystème des lacs et des rivières. On est en train de créer le même pour nos clubs littoraux d'océan et de mer. Mais voilà, on est sur un kit et une formation courte. Donc on peut pas appeler, on est plutôt sur la notion de sensibilisation. On a aussi cette journée ramassage des déchets, action annuelle en partenariat justement avec la Maïf qu'on réitère et qu'on remet en place chaque année. La fédération finance aussi des récupérateurs d'eau, un certain pourcentage du prix d'achat. On pourrait aussi noter que la fédération est signataire de la charte des fleuves sans plastique. Et un autre dispositif qui n'est pas mentionné sur le diaporama, mais qui pour moi fait partie intégrante, et j'ai eu écho tout à l'heure avec la présentation, une des présentations de ce matin, on met en place le dispositif de Raman 5e, qui est un dispositif de promotion de l'aviron scolaire et qui vise à faire des challenges donc à l'ergomètre dans la classe, et qui a surtout l'intérêt de croiser des contenus sur la nutrition et l'environnement en parallèle durant cette séance-là. Donc on est vraiment cette notion d'outil qui permet de prendre conscience et de s'engager, des outils d'aide à la sensibilisation, et ça va nous servir d'ancrage dans notre réflexion pour tenter de créer à terme des formations. J'ai mis en avant nos éducateurs. Au sein de la fédération, alors l'intérêt n'est pas d'aller dans le détail de ces formations-là, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au sein de la fédération, on a 3 diplômes fédéraux de différents degrés de responsabilité et de possibilités, et 2 diplômes professionnels. Je vous ai mis, ce qui est important de regarder, mine de rien, c'est le nombre d'heures et de contenu sur ces formations-là, et de voir l'importance. Je pense que c'est une problématique qui est partagée dans d'autres fédérations, dans d'autres diplômes, où la charge, les heures de formation et les possibilités d'intégrer des nouveaux contenus
est assez limité, enfin, en tout cas est un réel sujet, une réelle problématique. Alors je pourrais conclure ma présentation et se dire, et avoir la facilité de dire, bon, bah, on rajoute X heures sur ces contenus éco à tel moment de l'année où on enlève tel module pour ne pas augmenter les heures. Mais ça, on arrive à cette troisième problématique, c'est bah, quel contenu sur le développement durable doit-on injecter pour faire évoluer les choses, notamment sur nos maquettes existantes, en gardant en tête ce défi de former pour transformer. Comment on passe de la sensibilisation, je reviens souvent sur ce terme-là, mais je pense qu'on est dans la plupart du temps, on est dans ce qu'il y a là actuellement, sur donc une sensibilisation via des conférences, des séminaires, des ateliers, à vraiment l'étape de formation avec un réel volume horaire plus important, une population ciblée, et pendant un certain temps. Une autre question aussi qui me vient suite à vos différentes interventions, c'est surtout qui forme au sein de nos diplômes, quelles compétences, quelles connaissances et compétences à avoir pour transmettre ces contenus, en lien avec notre discipline déjà, mais aussi au-delà, mais pas que. Donc c'est un réel enjeu au sein de notre fédération, d'autres fédérations aussi, j'en doute pas, de modifier ces plaquettes, ces maquettes, pardon, pas plaquettes, injecter des contenus et que tous les formés soient alignés. Alors j'ai naïvement tenté de mettre en avant sur comment pouvait-on modifier les maquettes pour ces trois publics-là, en tout cas. On va tenter à la fédération prochainement, on est sur la création et l'intégration d'un MOOC adapté aux diplômes professionnels et fédéraux à la rentrée prochaine sur les violences sexistes et sexuelles et sur la posture de l'entraîneur. Est-ce que ce type de contenu représente une solution ou une alternative à court terme? Ça sera à vérifier. Concernant les organisateurs, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de formation globale pour ce public-là. On est, comme je vous l'expliquais, juste sur la mise en place d'un cahier des charges. Pareil, une réflexion autour. Est-ce que comment on crée une formation plus globale, comment on pourrait trouver quelque chose de plus global pour ce public-là. Il y a un réel sujet aussi, par la suite, c'est la réflexion sur nos adhérents licenciés. Finalement, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que la sensibilisation sur des événements sportifs est suffisante? Quelle est la meilleure porte d'entrée à choisir, la plus impactante? Est-ce que finalement, c'est le rôle d'un club de sport d'aller aussi dans la formation? On en parlait notamment hier, hein, sur aussi on a des adhérents, un licencié, mais c'est avant tout aussi un citoyen. Est-ce que la prise de conscience de ces problématiques-là ne doit pas être faite aussi en dehors des fédérations? Est-ce qu'on a la capacité et la possibilité de traiter tous ces sujets-là pour tout le monde? Réelle question, réel sujet. En tout cas, en termes de perspectives et de défis, ce qu'il faut retenir, c'est que les fédérations, je me permets de parler au nom de toutes les fédérations, mais en tout cas, je pense qu'il y a un réel enjeu que tous les acteurs aient conscience des problématiques environnementales et sociétales, qu'il n'y ait pas d'acteurs hors sujet, qui soient entraîneurs, dirigeants, organisateurs, et tout le monde ait conscience et la conscience de ces enjeux. Avec deuxième ambition, qui n'est pas notée là, mais c'était de mettre, enfin le numéro 2 n'est pas noté, mais c'était de mettre à niveau, de créer des formations au niveau de tous les acteurs, formation pour les éducateurs, les bénévoles, les bénévoles d'organisation, les dirigeants de clubs, avec du questionnement. On en parlait déjà ce matin. Est-ce qu'on tend vers un élargissement des modules spécifiques au développement durable, comme ce qu'on fait nous, très humblement, mais ce qu'on tente de faire avec la formation peut-être à Vie Nature et d'autres. Donc on parle en X heures sur ce temps-là, ou est-ce qu'on intègre vraiment le développement durable dans tous les modules? Et ce qu'on fait, le point d'en dessous est la même chose qui est redite, mais il y a une question surtout, c'est quelles attentes et enjeux doit-on, en tant que fédération, doit-on atteindre sur ce sujet-là? Je ne pense pas qu'on ait encore actuellement la réponse. En tout cas, on tente petit à petit d'avoir des éléments de réponse. Donc voilà, globalement, j'ai tenté d'illustrer la démarche de réflexion de notre fédération sur l'intégration des contenus sur cette thématique-là. J'ai tenté aussi de montrer, en tant que propos introductif, ce que peut être la réalité, la complexité d'une fédération comme la nôtre. Je pense que sur d'autres, les sujets, les possibilités sont différentes aussi. Voilà.
Je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère avoir apporté quelques éléments de réflexion. Voilà. Ouais. Merci Romain, on a donc un petit peu de temps. Si vous avez des commentaires ou des questions, mais j'insiste vraiment sur ce point. L'idée, c'était, on n'est pas dans une logique de donner des leçons ou de montrer, regardez comme on est beau, comme on est fort, mais justement, dans ce cas particulier qui finalement reflète la quasi-totalité de tous les acteurs du sport, on est où on est. On a fait un chemin. Dans certains secteurs, on va beaucoup avancer. Dans d'autres secteurs, on est déjà bien avancé. Mais l'honnêteté de la présentation, il faut la voir pour ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'on se reconnaît dedans, quoi. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse et j'ai envie de vous entendre rebondir là-dessus. Je sais qu'il y a des représentants d'autres fédérations dans cette salle. Je suis le président Herbe pour la Fédération française de tennis de table notamment, mais il y a d'autres représentants. En fonction des sports, on n'a pas les mêmes thématiques prioritaires. On n'a pas trop abordé la question de l'eau, mais pour la Fédération française d'aviron, dans le choix des contenus et dans l'orientation en fait de la formation, la thématique de l'eau est prioritaire. Peut-être tu pourrais rebondir tout de suite dessus avant qu'on laisse la parole à la salle pour des questions. Évidemment que les enjeux liés à notre discipline, on est un sport outdoor, donc toutes les problématiques, les enjeux de l'eau, etc., oui, font partie intégrante. Maintenant, je ne sais pas trop où tu est-ce que dans les contenus, en fait, dans la formation des clubs sportifs, est-ce que l'eau, tu parlais des récupérateurs d'eau tout à l'heure, est-ce qu'il y a une relation particulière de l'adhérent, des clubs, des organisateurs à l'élément aquatique? Ce serait compliqué. J'ai pas forcément. Oui, il y a cette prise de conscience, c'est assez clair. Après, dans les faits, pas plus que ça. Est-ce qu'il y a un représentant de la Fédération française de canoë-kayak, par exemple, dans la salle? Non. Si, ce serait intéressant qu'on en discute, effectivement. Mais on reviendra sur la question des contenus un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires adressés à Romain? J'ai un micro disponible ici. Oui? Vous pensez, s'il vous plaît, à vous présenter? On a deux questions. C'est bon, c'est allumé. Bonjour, Michael Jousse, donc moi je suis président du comité départemental de l'Isère d'athlétisme, donc autre sport. Premier élément que je voulais évoquer, c'est que déjà je partage totalement le constat, on est au même niveau que vous, aux côtés des difficultés, notamment le fait d'imposer des contraintes, c'est mal vécu par nos organisateurs qu'on a déjà du mal à avoir. La question que je voulais avoir, c'est, vous disiez que les subventions locales baissaient, donc vous voyez ça comme une limite. Est-ce que le fait que de plus en plus on a des contraintes d'éco-responsabilité, de mettre en place des actions d'éco-responsabilité dans les dossiers de subvention, au contraire pourrait pas être une opportunité? Je pense si. Après, tout va dépendre de... Comment dire, les comités d'organisation qui ont la volonté de s'intégrer dans cette démarche, ça représente une réelle opportunité parce que je pense qu'il y a de l'argent pour aller, il y a de l'argent à aller chercher et la possibilité d'avoir de plus gros événements si on s'intègre dans cette dynamique-là, ce qui est une très bonne chose, je ne dis pas le contraire. Mais pour certains dont les possibilités sont limitées, dont l'organisation est trop lourde et quand l'organisation est trop lourde et portée par un petit club, je pense que ça représente une réelle contrainte. Par contre, à l'inverse. C'est intéressant comme question parce que malheureusement, Madame l'adjointe au sport, Julie Blafort, n'est pas là à cet instant. Elle revient, je crois, en fin d'après-midi pour la clôture. Mais c'est une question que la ville de Lyon aborde de manière frontale avec toutes les problématiques d'éco-conditionnalité qui se mettent en place. Et effectivement, selon qui on est comme acteur, on le perçoit comme une contrainte ou une opportunité. Donc en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse ou une mauvaise réponse, mais on en revient à une problématique qu'on n'a pas forcément bien identifiée depuis le début de la journée. On en a parlé d'enthousiasme. Moi, je parle des personnes de bonne volonté. C'est-à-dire comment, si on est de bonne volonté, on s'engage dans un processus, on est dans une stratégie où on y va, où on contourne.
Regardez la problématique zéro plastique avec les bouteilles plastiques. Si on prend l'exemple de la ville de Paris qui, au 1er janvier 2025, a interdit les bouteilles plastiques sur les manifestations sportives parisiennes, là on est dans une éco-conditionnalité forcée, on est obligé de s'adapter, mais qui a été précédée par une politique d'échange auprès des organisateurs, etc. Et la ville de Lyon fait exactement la même chose depuis des années. Cette éco-conditionnalité, c'est on accompagne le changement. Et puis à un moment donné, bon, ça fait des années qu'on vous dit de faire ça. Vous voyez la difficulté. Donc, mais je suis totalement d'accord avec le sens de votre remarque. C'est perçu comme une contrainte ou une opportunité. Et je pense qu'on aura l'occasion de rebondir sur la table ronde qui va suivre. Oui, pardon. Oui. Pardon, non, désolé. Il y avait, je m'excuse, monsieur. Il y avait une deuxième question d'abord ici. Oui, merci. Bonjour Romain, je me permets de te tutoyer. Moi aussi, je suis licencié de la grande famille de l'Aviron depuis 1991, même si je ne le fais pas. Du coup, c'est un peu biaisé comme exercice, mais j'ai déjà des éléments de réponse. Mais est-ce que pour tout ce qui est, on ne pourrait pas, je dis on, du coup, du côté de l'Aviron ou de certaines autres disciplines, on ne pourrait pas encore faire plus dans le sens de qu'on subit frontalement tous les problèmes et on est parfois aussi à la source de certains problèmes. On n'est pas des gros émetteurs. Je m'explique, quand il y a trop d'eau et des inondations, on ne peut pas ramer. Quand il n'y a pas assez d'eau l'été, on ne peut pas ramer. Quand il n'y a pas assez d'eau, qu'elle est trop chaude, il y a des algues partout, c'est dangereux, on ne peut pas ramer. Tous nos bateaux sont en carbone, nos avirons sont en carbone et on se déplace sur des remorques avec des vieux trucs qui dégagent du diesel dans tous les sens. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, pour être sûr d'avoir plus de bénévoles, plus de présidents de clubs, plus de rameurs concernés, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Et est-ce que c'est des sujets, est-ce que tu arrives à sensibiliser tout le monde en leur disant, regardez, quand est-ce qu'on pourra faire de l'aviron en 2035? Il y aura peut-être qu'un mois dans l'année et à quelques créneaux de la journée et point barre, quoi. Bonne remarque. Il y a de plus en plus, la prise de conscience est de plus en plus forte. On voit les éléments, on voit la période estivale qu'on a eue il y a 2 ans en 2022 avec des températures qui nous ont contraintes de modifier les calendriers des championnats, etc. On peut parler de la même année des algues à Bourges sur un championnat de France. Donc si, on peut parler aussi de la Marne devant la fédération qui est de plus en moins en moins ramable, etc. S'il y a une réelle prise de conscience, tu parlais aussi des transports tout à l'heure, il y a une réelle réflexion qui commence à se mettre. Ce qu'il faut comprendre en aviron, c'est qu'il y a 2 disciplines entre guillemets. On a l'aviron en rivière, on parlait des bateaux carbone, des choses comme ça, et puis on a l'aviron de mer où c'est un autre type d'organisation, un autre type de public, enfin, entre guillemets. Et il y a cette prise de conscience et cette réflexion notamment sur les transports, sur pourquoi pas arriver, peut-être ou pas, à être sur un système d'organisation comme les championnats de France d'aviron de mer où ce sont les fabricants qui amènent les bateaux, etc. Et on ne se déplace plus avec des remorques, on vient qu'avec des minibus ou en train, etc. Sauf que tout ça, sur le papier, c'est très beau, sauf que la réalité, c'est que les rotations des bateaux sont très compliquées, les réglages des bateaux sont très compliqués, vu qu'on a différentes tailles de rameurs, de poids, donc on n'a pas la solution pour l'instant. Après, concernant l'évolution du climat et comment nous, on peut s'adapter, il y a une première contrainte, c'est qu'on est lié au calendrier international, donc on a déjà une marge de manœuvre qui est un peu plus faible. Et la deuxième, c'est que, en tout cas, il y a une réelle réflexion qui est menée sur aussi peut-être plus centraliser les compétitions, éviter peut-être arrêter les compétitions au nord de la France vers Dunkerque et plutôt centraliser sur des sites comme Vichy ou autres, ou Mâcon, pour faciliter un peu le transport plus doux de tous les clubs. Voilà. Je ne sais pas, il y avait encore un autre point peut-être. Ce qui est, avant de laisser la parole pour la question suivante, là on touche plein de sujets en fait. On touche la question des contenus. Donc il y a les maquettes, il y a les contenus. Donc la formation dans les clubs, c'est quel contenu privilégié, on en parlera après. Ça sera un petit peu plus tard dans l'après-midi. Il y a des contenus par rapport auxquels les adhérents d'un sport particulier ils sont beaucoup plus sensibles par rapport à d'autres. Si on aborde la question de l'eau, l'aviron, la voile, le surf, ils sont sensibilisés d'une manière différente du handball ou du basket ou du volley, pour lesquels c'est davantage le ravitaillement, la bouteille plastique dans les gymnases. Donc on reviendra dessus tout à l'heure parce que c'est un sujet central dans le choix des contenus.
pour faire évoluer la connaissance qu'ont les différentes parties prenantes. Après, pour revenir sur la question de l'eau aussi, il y a une réflexion qui est menée à la fédération, enfin même des travaux sur la création et le développement, la mise à disposition de moteurs non plus thermiques mais moteurs électriques. Sauf que pareil, chaque solution a finalement un problème. Les moteurs électriques ont une autonomie qui est plus faible, le coût aussi est différent, etc. Donc le déploiement est une contrainte aussi. Donc voilà. Chaque bonne idée, finalement, amène aussi une bonne complexité, une mauvaise solution. Vous avez une question? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je crois que dans la période actuelle, et tu l'as dit tout à l'heure, toutes les fédérations s'emparent de ce sujet. Et elles s'en emparent, je dirais, chacun à son rythme, plutôt assez doucement, prenant d'abord conscience, puis faisant quelques éléments de sensibilisation. Bon, mais on y va tous, globalement on y va tous. Mais c'est la politique du petit pas, des petits pas. Or aujourd'hui, eh bien, on est face à une urgence climatique. Et l'urgence, elle commande d'aller beaucoup plus vite. Donc pour moi, la vraie question, c'est comment demain ou aujourd'hui, on peut enclencher quelque chose de plus fort pour aller plus vite et pour répondre à cette urgence climatique. Parce que à la politique des petits pas telle que c'est fait aujourd'hui, on va encore mettre beaucoup d'années à se mettre au niveau des enjeux. Donc voilà, la question pour moi, c'est comment on accélère, avec quel dispositif, avec quel investissement, avec quel partenaire, pour aller vraiment beaucoup plus fort et à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous allons te libérer. Je te remercie infiniment de t'être présenté avec cette tentative de modèle qui représente vraiment la réalité du terrain dans les clubs et dans les fédérations en France. Donc merci d'avoir fait cet exercice. Merci Romain.